Garcia donc, passe à l'université de Cergy-Pontoise. Je suis ravie de modérer cette rencontre sur le thème des lieux culturels comme lieux de vie et d'hospitalité. Ça tombe très bien qu'on le fasse ici, dans le hall. J'imagine que ce n'est pas un hasard. On a une session qui va s'articuler en 3 temps. Donc, je présenterai les intervenants au démarrage de chacun des temps. On démarre sans plus tarder sur la première partie de cette session avec le thème accueil, hospitalité, penser le théâtre comme espace commun. On va entendre Anne Herzog, maîtresse de conférence en géographie à Cergy Paris Université, membre du laboratoire Mobilité, Réseau, Territoire et Environnement, ainsi que Mathias Troncal, qui est secrétaire général de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, qui nous accueille aujourd'hui et qui coordonne à ce titre les équipes de communication, d'accueil, de billetterie, de relations au public, etc. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, me revoilà. Donc, oui, je voulais juste rappeler effectivement que si vous m'entendez beaucoup, c'est qu'effectivement, on est dans la présentation des résultats de la recherche et que donc... Ah, là... Ah oui. Pardon. Voilà, donc non, juste pour dire qu'effectivement, vous m'entendez beaucoup aujourd'hui, mais comme on est dans la présentation des résultats d'une recherche aussi, voilà. Donc on souhaitait introduire ce thème de l'accueil, de l'hospitalité, parce que c'est une valeur qui a été fortement exprimée dans le projet de ce lieu, qui pose évidemment beaucoup de questions, et qu'on a également, comment dirais-je, proposé à l'enquête à travers différentes méthodologies, différentes approches méthodologiques, que ce soit dans le cadre de l'atelier participatif sur lequel on reviendra davantage demain matin, d'autres méthodologies comme l'observation notamment de cet espace, et puis également voilà, d'autres retours par rapport à d'autres dimensions de cette recherche qu'on a notamment évoqué ce matin, les recherches menées par Séverin Guillard, notamment sur le suivi des projets. Alors, lieu de vie, lieu d'hospitalité, maison, ces expressions sont de plus en plus fréquemment associées aux lieux culturels, hein, et plus particulièrement au théâtre, dont les fonctions sont désormais définies au-delà, dans un autre endroit également, que celui de la diffusion du spectacle vivant. Alors, je partirai pour mettre un petit peu en regard cette première affirmation d'un rapport qui avait été fait en 2014, hein, l'évaluation, la politique en faveur du spectacle vivant, un diagnostic de l'inspection de la création artistique, service qu'on a déjà évoqué ce matin et qui soulignait une priorisation encore insuffisante de la qualité d'accueil du public et de la convivialité des espaces, dimension sur laquelle les scènes nationales pourraient être pilotes. Donc un rapport qui soulignait plutôt l'insuffisance de la prise en compte de ces dimensions. Et deuxième citation tirée de ce rapport, hein, le traitement des lieux d'accueil et de convivialité pour le public est un sujet globalement sous-estimé, trop peu travaillé, au regard de l'évolution très rapide des comportements et des attentes de la population en matière de sortie de pratiques culturelles, à l'heure notamment du tout numérique, faisant écho également à des observations ce matin. À partir du cas de la MC 93 et des différentes enquêtes donc menées dans le cadre de la recherche-action, on souhaite montrer que l'accueil des publics qui est très largement repensé sur le mode de l'hospitalité et de la participation, afin de faire du théâtre un espace partagé, commun. Donc ça, c'est vraiment des citations où chacun peut trouver sa place, voire prendre part. Hein. Vous connaissez peut-être les travaux de Joëlle Zax sur les notions de participation, où elle dresse une typologie des formes de participation, des formes différentes de participation en fonction du degré non seulement d'implication, mais aussi de capacité des participants à prendre part, à être acteurs des projets, par exemple, dans lesquels ces derniers s'impliquent ou sont impliqués. Précisons que le lieu de la construction de ce commun, l'espace d'implication des habitants, et là on parle bien d'habitants, peut être situé à d'autres endroits, dans des espaces très différents. À Évry, il se situe très largement hors les murs, dans l'espace public, dans les locaux des partenaires, à l'université.
L'espace du théâtre est ainsi dilaté, polycentrique, voire réticulaire. Ça fait directement référence aussi aux possibilités de cartographie de ceux-ci. Et mouvant en fonction de la géométrie des actions, des initiatives émanant du territoire. Et c'est bien là l'une des caractéristiques majeures de la relation au territoire de ce théâtre en particulier, c'est-à-dire de la penser, cette relation, dans les spatialités multiples. Alors, rendre compte de ces spatialités à travers la cartographie de la résidence de Daniel Conrot, j'y reviens, était aussi l'un des enjeux de notre proposition. Dans un des ateliers participatifs, un participant a d'ailleurs situé ce qu'il entendait par hospitalité du théâtre dans l'un des quartiers où cette résidence a pris part, c'est-à-dire hors les murs. Et cette association de l'hospitalité à un lieu hors les murs du théâtre m'a semblé assez intéressante pour être soulignée. Ce qui est significatif ici, c'est que l'hospitalité a été définie dans le geste d'ouverture du théâtre. En tout cas, il l'a expliqué comme ça. Geste d'ouverture d'autant plus grand qu'il était déplacé au plus près des habitants. Le fait de s'installer dans un quartier d'autant plus à l'époque délaissé par les institutions et les acteurs culturels. Donc geste qui permettait aux habitants de se sentir accueillis non dans l'infrastructure, dans l'équipement du théâtre, mais dans un espace spécifique, un espace dessiné par le projet artistique. Donc cette présentation souhaite cependant revenir entre les murs du théâtre, et plus particulièrement de la MC 93, pour questionner le rôle de l'équipement, de l'infrastructure, dans la relation du théâtre avec les publics et les habitants. Le bâtiment, dans son architecture et l'organisation de son espace intérieur, est interrogé alors comme un dispositif technique, politique et culturel, pensé en adéquation avec un projet culturel. Alors, cette présentation, on l'a souhaitée à deux voix parce que cette recherche-action, en effet, elle s'est totalement construite sur le plan méthodologique, sur voilà, ces échanges dont on parle depuis ce matin. Et donc, Mathias, tu souhaitais dans un premier temps recontextualiser dans l'histoire récente des politiques culturelles cette question du lieu et des édifices, des infrastructures culturelles dans leur matérialité même, en termes d'équipement. Alors peut-être plutôt que de recontextualiser dans les politiques culturelles, parce que ça prendrait un temps énorme. Non, moi je veux vraiment parler en tant que professionnel là, et peut-être justement sur ces questions d'empreinte, et c'est aussi de temps en temps injonction de l'empreinte. Comment vous êtes à la fois ancré dans le territoire et quelles sont vos actions. Et au fond, j'ai toujours été frappé, moi, dans mes expériences professionnelles, combien cette question de la politique des publics et la politique, on va dire, de l'action culturelle d'un lieu avait un inconscient, c'était celui de l'architecture. Alors moi, j'ai eu de la chance puisque, en fait, j'ai travaillé dans plusieurs lieux où à chaque fois, je suis arrivé et il fallait en même temps inventer une action culturelle et le lieu afférent. Donc, je travaillais au Jeu de Paume et j'ai eu en charge la conception d'un espace pédagogique et d'un espace d'accueil de groupe, ce qu'il n'y avait pas en fait dans le lieu, qui en disait long sur l'idée que d'une certaine façon, il y avait le dehors et puis ensuite il y avait l'espace artistique. Et que la question de l'espace de la médiation et l'espace de l'action culturelle était finalement un impensé dans l'architecture des lieux. Idem quand je suis arrivé au Centre Pompidou qui naît à peu près en même temps que justement l'ensemble des maisons de la culture, en 1977, bâtiment incroyable, dénigré à l'époque, qui était spécifiquement un lieu qui repensait justement l'interaction et la rencontre entre les artistes et les publics, une manière différente en fait d'aborder la question muséale, la question de la rencontre de l'art contemporain, sans doute parce que l'art contemporain envisageait d'autres manières de lier justement et de se lier avec les publics. J'ai eu la charge de mettre en place le studio 1316, qui était un espace de rencontre à dos. Et ici, on a eu la chance, à la MC 93, de pouvoir construire le lieu du hall en militant dans un premier temps sur l'idée que l'architecte de la rénovation, justement, ne s'en occupe pas.
Pour une raison bien simple, et c'est là où je veux en venir, c'est que la différence qu'il y a entre, et l'injonction qu'on a de pouvoir de temps en temps mener des actions avec le territoire, avec les habitants du territoire, se heurte souvent aussi aux espaces de porosité très concrets qu'on a à notre disposition pour pouvoir justement agir avec eux. Alors, il y a un très bel exemple, et Évry en est l'exemple, de se dire, si on n'a pas forcément des lieux, des espaces justement dans le lieu, peut-être qu'on peut les inventer à l'extérieur. Il n'empêche, je pense que c'est important aussi que, justement, la construction des lieux mêmes, on se rende compte à minima, et c'est cette petite indication que je voulais faire, que la construction des lieux mêmes était aussi l'héritage de politiques publiques et de politiques culturelles, notamment de la démocratisation. Rappelons qu'un certain nombre, et la décentralisation s'est faite aussi dans les années 80, à un moment donné où on développait des projets et des lieux avec des salles de 800 à 900 places, sans forcément hall qui permettait simplement l'accueil de ces spectateurs pour pouvoir venir voir le spectacle, et que, évidemment, l'outil architectural conditionne plus que grandement, finalement, l'action de l'équipe pour développer son projet culturel. Alors, ce que tu dis montre en effet un certain renouvellement, à la fois des pratiques discursives et d'aménagement spatial qui, ensemble, contribuent à une fabrique de l'accueil qui se décline aujourd'hui plutôt en termes d'hospitalité, en tout cas ici, et on y reviendra. C'est commun à d'autres types de lieux culturels. Des réflexions similaires, vous le savez, ont été beaucoup menées, par exemple, dans le domaine des bibliothèques et de plus en plus dans le domaine des musées. Et le cas du projet Hall, donc un aménagement participatif, ouvert à des usages multiples, permet finalement de questionner en quoi cet espace matériel que tu évoquais peut être pensé pour faire place à la diversité, la mobilité, l'interaction, la rencontre. En tout cas, c'est comme ça que le concept a été construit. Alors, j'ai posé ma question en utilisant un peu des grands mots, mais comment est-ce que finalement ce projet, selon toi, propose des conditions matérielles de réalisation d'un théâtre comme infrastructure de la démocratie, au-delà de sa fonction de lieu de démocratisation culturelle, puisque toi-même, tu as parlé de ce glissement éventuel. Ce que je peux peut-être dire, parce que la question là est encore aussi assez dense, c'est qu'il y a aussi cette autre injonction qui est de l'idée de co-construire. Et aujourd'hui, dans la question de la démocratie culturelle, cette idée qu'il faut faire avec, cette idée qu'il faut faire justement en partant aussi des publics, en partant des habitants, et que je crois que la première création ou co-création à penser, c'est d'abord la façon dont on va effectivement les accueillir, et les accueillir au sens propre et au sens figuré du terme, c'est-à-dire comment on crée des espaces d'accueil qui sont eux-mêmes co-construits ou en tout cas à minima co-pensés par les habitants. Ça aurait été en fait une gageure de se dire que un des deux pieds du projet de la MC 93, la fabrique d'expérience à côté de la programmation, puisse être pensée dans une volonté effectivement de co-construction de l'ensemble des dispositifs artistiques et culturels, sans que le hall même, lui-même, soit en fait l'objet ou l'héritage d'une démarche qui ne prenne pas en compte justement cette co-construction. Et c'est de cette manière-là qu'on a souhaité effectivement mettre en place la conception de ce hall, d'abord en veillant patiemment à faire en sorte et à faire comprendre à l'architecte qui rénovait le lieu que ça serait sans doute justement pas un signe, un geste qu'il allait imposer, un geste fixe, mais que c'était à l'équipe et aussi au public et aux habitants de construire en fait ce lieu, à la fois dans la conception, mais aussi en fait dans la réalisation. Et alors je ne sais pas où tu veux que je m'arrête justement et jusqu'où en fait tu vas continuer, mais peut-être que je peux parler justement de cette méthodologie de co-construction. Oui. Il reste 5 minutes. Co-construire, ça a été l'idée que
justement, par rapport à une question de l'autre session, ça a été de se dire, si on veut co-construire ce lieu et que ce lieu soit justement un outil qui permette l'outil des possibles, et ça c'est l'architecte qui l'a dit, il l'a compris à la fin, il a dit il faut que ce soit un lieu des possibles, et pour que ce soit un lieu des possibles, il faut que ce soit un lieu qui soit imaginé, imaginable, pour des publics qui viendraient, des habitants qui viendraient, comme des habitants et des usagers qui ne le fréquentent pas. Et donc c'est de cette manière-là qu'on a co-construit effectivement ce cahier des charges des usages du hall, avant l'ouverture de la MC 93, qui nous a été du coup hyper motivant dans la démarche de la fabrique d'expérience, puisque se rejouer au sein de la construction et la conception des usages, et donc du coup du lieu de vie, du rythme de vie du hall, l'idée qu'effectivement on allait construire et on allait mettre en conscience les véritables frontières de notre action, là où on pouvait aller et là où on se disait que effectivement nos missions s'arrêtaient. On a donc du coup développé un certain nombre de réunions avec des usagers, des non-usagers, des professionnels de la culture, une partie de l'équipe de la MC 93, d'autres personnes intervenantes, intergénérationnels, avec des profils sociaux, culturels différents, pour essayer de réfléchir à cette idée que finalement, à quoi devrait correspondre effectivement ce lieu et jusqu'où il pourrait aller. Ça a été formidable parce que ça nous a poussé nous-mêmes dans nos retranchements sur nos fameuses missions. En quoi ce hall peut générer potentiellement un espace de rencontre citoyen, et en quoi du coup cet espace de rencontre citoyen il rencontre nos missions culturelles. Tous ces débats ont été retranscrits dans un cahier des charges qui ensuite a été du coup consigné et proposé à un designer qu'on a sélectionné et qui lui ensuite a dialogué avec l'ensemble de ce comité d'usage pour voir si le design, effectivement, et le mobilier et les modularités, effectivement, du hall étaient en conformité avec la demande. Donc ça a été vraiment, dans justement cette question de la démocratisation, en tout cas d'une démocratie culturelle, le travail du hall et la conception du hall ont été vraiment pensés comme un espace, effectivement, de négociation, de parlement d'une certaine façon et de prise de décision collective sur ce que pourrait être ce lieu et ce qu'il ne pourrait pas être, puisqu'effectivement il a une certaine limite. Et là où c'est intéressant, je conclus, c'est que il a généré un certain nombre d'usages, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a intuité un certain nombre d'autres usages qui, à l'ouverture, nous ont permis de comprendre que ce hall était un véritable espace de porosité entre l'espace de création et la ville. Et qu'il a sans doute joué très fortement dans l'idée que certains relais, certains acteurs, certaines personnes puissent se dire qu'il était possible de franchir cette porte et de pouvoir même imaginer un projet. Et c'est sans doute à travers cette métaphore du hall qu'on a réussi justement à construire cet espace de rencontre entre les publics et les artistes et essayer de repousser l'imaginaire de ces rencontres bien au-delà, effectivement, de nos missions préalables. Bon, alors moi, juste une phrase de conclusion, du coup, parce qu'on est vraiment à la fin, pour dire que voilà, ce projet et toutes les intentions qui le soutiennent, on l'a mis à l'épreuve également des usagers et de la parole des usagers. Donc, pour vous dire que pendant le temps de la recherche-action, c'était notamment le travail d'un de nos étudiants qui était stagiaire ici. Il y a eu des semaines d'observation participante ici, où en immersion dans le lieu, il a développé donc une méthodologie d'observation des usages et des modalités d'appropriation par
toutes les personnes qui rentraient, là on était hors de la catégorie spectateur, pour s'intéresser en fait à ce que faisaient les gens et où dans cet espace qui était pensé comme un lieu de rencontre, etc. Donc il y a une série d'observations qui ont pu en être tirées sur, en effet, l'appropriation d'un lieu pour des usages totalement en dehors de l'accès au spectacle, même du restaurant, mais juste venir se poser là, faire ses devoirs ou faire des séances voilà, de psy dans le cadre d'associations avec lesquelles vous travaillez, mais du coup qui investissaient le lieu, non pas dans les projets, mais totalement en dehors des projets. Donc voilà, ça a permis ce genre d'observation. Ça a aussi montré des effets barrières très importants, des effets parfois de juxtaposition d'usage ou d'usagers pas du tout évidents à gérer dans le cadre de ce lieu. Et hors de cette, méthodologie d'observation sur laquelle je suis vraiment très rapide et schématique, dans le cadre de cet atelier participatif, on a aussi recueilli le retour d'un certain nombre d'usagers, alors là pour le coup plus proches du théâtre en général, sur leur manière de définir ou de voir l'hospitalité associée à ce lieu. Et on a aussi un certain nombre d'éléments qui nous montrent qu'en fait l'hospitalité, elle ne concerne pas le fait d'être accueilli uniquement ici, mais on se sent véritablement à l'aise et familier du théâtre lorsqu'on peut franchir un certain nombre de barrières autres, d'espaces, aller dans les bureaux, être dans le lieu hors du temps normal, je dirais, ou des spectacles, pouvoir visiter les coulisses. Et ce fait de visiter les coulisses, on n'est pas du tout la seule recherche à le souligner. Il y a d'autres recherches qui portent aujourd'hui sur l'appropriation des lieux culturels. Notamment, il y a une très belle recherche sur les lieux d'Angers qui a été menée et qui montre de la même manière que le fait de s'approprier un lieu, c'est pas simplement, en effet, avoir accès aux salles ou aux espaces de convivialité ou d'accueil, mais c'est pouvoir franchir un certain nombre de barrières, à la fois matérielles, évidemment, et symboliques. Bon, du coup, je m'arrête là pour passer la parole aux interventions suivantes. Un grand merci à tous les deux pour cette présentation très riche dans un temps particulièrement contraint. On pourra approfondir sur la dernière séquence de questions-réponses. Je vous propose de garder au chaud vos questions ou toutes les interpellations que vous pourriez avoir pour ce dernier temps qu'on accordera avant de se séparer. Passons maintenant à la seconde partie de cette session sur le thème, sur la question suivante: à qui appartient le lieu théâtre? Vous avez, voilà. Je présente très brièvement donc nos trois intervenantes et intervenants. Tout d'abord, Pauline Boivino. Vous êtes maîtresse de conférences en art du spectacle à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Bertrand Sergaud, maître de conférences en sciences de gestion et du management à l'Université Paris-Saclay, ainsi que Nathalie Chip-Bienfait, docteur en sciences de gestion et de management et maîtresse de conférences HDR. Je vous donne la parole. Oui. Merci. Je vous en prie. Derrière ce titre un peu provocateur, à qui appartient le lieu théâtre, on a voulu reprendre en fait des éléments qui avaient été exprimés lors de rencontres initiées pendant la première période du Covid. Et l'idée était justement de témoigner d'une démarche que l'on a engagée, sachant que beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, on les retrouve dans la réalité qu'on côtoie depuis 2 ans, mais c'est surtout, l'objectif est surtout de vous introduire sur une démarche associée à un concept qu'on appelle la l'IET, qui va être développé par Bertrand. Donc, en quelques mots, le contexte de notre travail. Donc, depuis 2 ans, nous sommes engagés dans un collectif de recherche qui fédère différentes disciplines, les sciences humaines et sociales, auxquelles viennent s'associer des collègues québécois de l'Université du Québec à Montréal depuis cette année. Et contrairement au projet qui est exposé depuis ce matin, qui se définit comme une recherche-action, nous, on est un peu en amont, puisqu'on est sur une recherche-accompagnement. Donc depuis 2 ans, nous avons pris part à des observations participantes, à des observations non participantes, à des réunions, à des groupes de travail, au CA du TU de Nantes, qui est donc un des 4 derniers théâtres universitaires qui existent sur le territoire français.
Donc l'idée de ce collectif qui s'appelle Patché, public, artiste, création, expérience, c'est de conjuguer en fait une réflexion qui associe à la fois la dimension du travail des artistes dans des lieux à l'association sur la relation avec les publics. Donc de ne pas dissocier les deux, parce que souvent en recherche, on a des équipes qui travaillent plutôt sur la thématique du travail des artistes et des équipes qui travaillent plutôt sur la question des publics. Donc nous, notre originalité, c'est de conjuguer les deux. Donc par rapport à ce travail, en fait, on a dégagé un certain nombre d'observations qui nous interpellent et qui notamment nous amènent à questionner la thématique, le concept de lieu. Et par chance, dans notre équipe, nous avons des collègues qui, depuis plusieurs années, sont des spécialistes de cette notion de lieu-ité. Donc je vous propose d'enchaîner sur l'éclairage sur ce concept par rapport à plusieurs constats auxquels le TU aujourd'hui est confronté. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1994, donc qui est très vieillissant. C'est un cube qui est posé sur un campus qui représente bon an mal an entre 40 et 45 000 étudiants, mais qui est multisite. Donc un outil vieillissant, un outil qui aujourd'hui a connu des hauts et des bas, qui est rentré dans la conception de son nouveau projet 2022-2025. Donc nous, on a pu être embarqués dans cette réflexion à travers les différents temps d'études que je viens de vous citer, et qui, dans ce nouveau projet, s'est donné d'autres objectifs, d'autres orientations, qui sont notamment de travailler sur cette ouverture, d'habiter différemment le lieu, à la fois vis-à-vis des artistes, des étudiants, mais aussi des citoyens, et dans un quartier de politique de la ville, quartier nord de la ville de Nantes. C'est un outil qui se veut être un outil de proximité pour l'ensemble de ces cibles, mais aussi les enseignants-chercheurs. La question d'identification est aujourd'hui très flottante. Le bâtiment, quand vous questionnez les étudiants, il y a plein d'étudiants qui ne voient pas où est le TU et qui passent devant tous les jours. Il y a des milliers de personnes qui passent devant qui n'ont pas systématiquement repéré que c'était un théâtre. Et idem pour les citoyens. Et donc, on est quasiment un peu en amont de la MC 93, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le projet va rentrer dans une phase de réflexion, enfin le lieu plutôt, et l'idée, c'est de retravailler le lieu, peut-être même les lieux, dans une perspective de favoriser la circulation entre tous ces différents publics et cibles potentielles, et surtout de pouvoir répondre au projet, puisqu'on est sur une scène qui est donc labellisée Jeune Création, vis-à-vis des artistes dits en émergence, en essayant de proposer un espace qui soit aussi un espace d'accueil, de travail pour les jeunes artistes diplômés sortant de formation d'art, avec depuis cette année l'ouverture d'un dispositif qui s'appelle le Bureau des artistes. Je te passe la parole. Okay. Bien, donc au bout d'un moment, il est apparu a priori assez productif de croiser ce cas très intéressant du théâtre universitaire de Nantes avec le prisme de la lieuité et du lieu. Alors en théorie, je devrais dire place, vous allez voir, parce que je l'ai emprunté à des collègues, enfin nous l'avons emprunté, puisque nous sommes essentiellement deux au départ, à des collègues de langue anglaise. Et donc, ce que je vais essayer de vous présenter, donc au départ, en termes chronologiques, c'est moi-même et puis Anne Lorsève, notre co-présentatrice qui malheureusement n'a pas pu être présente parce qu'elle est rattachée à l'Université du Québec à Montréal et donc elle est au Québec. Mais je vais essayer de m'efforcer de parler en nos noms à nous deux. Et donc en fait, je pense que ce qu'il faut faire d'abord, c'est peut-être situer un tout petit peu en termes disciplinaires d'où nous sommes partis. Ce concept de lieuité et de lieu, c'est pas vraiment le nôtre au départ. On l'a emprunté très largement à des géographes de langue anglaise, donc. Mais ce concept-là, cette vision conceptuelle du lieu, elle a commencé très très largement à percoler dans notre champ disciplinaire premier, qui est la gestion, le management et l'organisation. Et donc, en fait, nous avons développé une approche par le lieu, pas spécifiquement au départ pour traiter du théâtre ou du spectacle vivant, mais beaucoup plus largement de différentes réalités organisationnelles et managériales. Et donc il nous a semblé très intéressant de croiser ça avec cet exemple du théâtre universitaire de Nantes. Donc on vous a mis une définition très très rapide de ce qu'est la lieuité dans ce sens-là.
donc qui est la propriété d'être, de faire lieu, puisqu'on est plutôt dans des approches constructivistes et relativement processuelles du lieu. Et donc, ce qu'on entend par là, c'est de créer un vivre ensemble. Je vais y revenir, mais une de nos sources préférées, c'est la géographe anglaise Doreen Massey, qui parle de thrown togetherness, qui dit qu'en fait, les acteurs et puis les artefacts, ils sont jetés ensemble, littéralement, lorsqu'il y a un lieu, et que quelque part, il va se passer quelque chose. Alors, je pense que vous comprenez très bien qu'il ne se passera pas toujours quelque chose qui donnera lieu. Pour faire le double sens, mais qu'il arrive qu'effectivement tous ces acteurs et ces artefacts qui sont mis ensemble à un même moment et dans une même portion d'espace géographique vont créer un sens commun sur cette portion d'espace géographique et vont trouver les modalités d'un vivre ensemble et vont faire de cette portion d'espace géographique un lieu. Donc il y a vraiment tout un processus qui est en perpétuelle reconstruction dans cette perspective-là, qui va faire ou pas qu'on puisse parler de lieu. Et que, quelque part, les acteurs notamment vont habiter le lieu comme un lieu. Et donc faire lieu, pour Massey, c'est un processus de négociation entre ces acteurs et même plus largement avec les objets ou les éléments physiques du lieu, qui est en constant recommencement, qui est toujours ouvert, c'est-à-dire que pour elle, il n'y a jamais de signification hégémonique du lieu qui va s'imposer à tous et qui ne laissera pas la possibilité d'alternatives, de vision et d'imagination alternatives, de pratiques alternatives, et donc quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Alors on a essayé de mieux comprendre comment on pouvait appréhender ce lieu comme concept. Et donc pour ça, on a développé en fait un ensemble, une grille de 7 principes lieu-unitaires, on appelle ça des principes lieu-unitaires, que je vous ai mis là en vrac. Ça paraît un peu à plat, mais on a essayé de lui donner un peu de relief. Donc le premier principe, c'est la localisation. Je pense que ça, c'est assez clair. Pour qu'il y ait lieu, il faut que quelque part, ça soit situé dans l'espace géographique. Ensuite, le principe de coextension, qui est peut-être le plus compliqué, même pour nous, qui vise à dire qu'en fait, au-delà de la localisation, pour qu'il y ait lieu, il faut qu'il y ait une sorte de co-construction permanente, notamment entre les acteurs et le lieu. C'est-à-dire le lieu est construit par les acteurs et le lieu construit les acteurs. Et donc, quelque part, il y a un perpétuel mouvement entre les deux qui aussi donne son épaisseur, ou plus exactement sa profondeur, au lieu. La délimitation, je pense que ça c'est relativement clair, consiste à dire que quelque part il va y avoir des principes qui vont permettre, des éléments qui vont permettre de distinguer le lieu de ce qui n'est pas le lieu, qui peuvent être une frontière, mais qui ne sont pas forcément une frontière. On peut avoir des zones relativement floues et intermédiaires entre le lieu et ce qui n'est pas le lieu. L'unicité est centrale. Alors là, très clairement, quand on emprunte au géographe, le lieu va se construire autour d'un certain nombre d'éléments qui sont soit des éléments physiques, soit des éléments symboliques, en règle générale un assemblage des deux, qui vont être reconnus dans des groupes humains plus ou moins bien définis comme caractéristiques et caractérisant le lieu. L'interrelation, c'est simplement le fait que le lieu va être en relation avec des éléments extérieurs qui vont faire évoluer, justement, c'est sa définition et la vision qu'en ont les acteurs. Et puis la temporalisation, le lieu il est situé d'une certaine manière, il va avoir une certaine durabilité, notamment il y a des rythmes, il y a des situations différentes dans des déroulements temporels différents. Et puis la scalarisation du lieu, c'est faire référence aux échelles, notamment à la taille du lieu, telle qu'elle est habituellement donnée. Souvent on considère même implicitement que c'est un lieu de petite taille. Et puis la manière dont cette échelle s'articule avec les autres échelles qui vont être impliqués par les acteurs. Et donc, quelque part, on s'est dit que dans ce cas-là, ça pouvait être le lieu et la lieuité, tel que je viens de vous la présenter, une nouvelle manière de lire l'habité artistique. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de présenter. Alors, que j'explique la construction du tableau. En fait, on est parti d'une logique où on s'est dit, dans ce cas du théâtre universitaire de Nantes, quelque part, on peut reconnaître la cohabitation, plus ou moins facile, de deux paradigmes lieu-unitaires qui vont être en tension l'un avec l'autre. Et qu'on peut caractériser à l'aide de notre grille et de la combinaison des 7 principes lieu-unitaires que je viens de vous décrire très rapidement.
Et donc, les deux paradigmes, c'est de partir d'abord du lieu au sens où, moi si je me trompe, ça a été utilisé depuis le début du colloque, c'est-à-dire le lieu, c'est le théâtre, il y a un lien avec l'institution, il y a un lien avec le bâtiment, et ça permet de dire que le lieu, c'est là où va se dérouler le spectacle, et puis quelque part, il y a cette espèce de lien très très fort entre le spectacle et ce lieu qui va être incarné physiquement dans beaucoup de cas. Et puis de l'autre côté, le spectacle peut être aussi vu comme un lieu et être centré sur l'artiste et ses pratiques artistiques, ou les artistes et ses pratiques artistiques, ce qui me paraît notamment être lié avec les compagnies dont il a été question ce matin. Et donc on va avoir une logique là qui va être différente, avec une mobilité potentielle de ce spectacle-lieu. Et puis je vais mettre les caractéristiques aussi de l'autre, comme ça sera peut-être plus complet. La mobilité de ce lieu artiste, et artiste-lieu, la centralité dans la délimitation du corps ou des corps des artistes, mais aussi de la scène qui va être construite autour de ces artistes, et donc qui peut être situé dans des endroits très différents, le terme d'endroit. Et puis, donc l'artiste s'engage dans le lieu, en le lieu, et quelque part, l'unicité, elle vient aussi du fait de ce qui a lieu, de ce qui survient sur cette scène et dans cet endroit. De l'autre côté, donc sur le lieu théâtre, on a un lieu qui est situé géographiquement de manière relativement durable, qui peut être parfois monolocalisation, on a un bâtiment, comme dans le cadre du TU de Nantes, ou sur plusieurs localisations, a priori c'est le cas de la scène nationale de l'Agora d'Esnos à Évry-Rissorangis. Donc il y a un lieu institutionnel, et puis qui va être traversé par différentes catégorisations, et qui va accueillir des artistes, mais aussi bien évidemment d'autres types de professionnels pour les aspects techniques, mise en scène, etc. Avec une situation très différente, notamment en termes d'échelle, puisque dans le cas du spectacle-lieu, on est quelque part dans une logique locale, on a une sorte d'emboîtement des échelles où on est dans l'ici et le maintenant. Mais en même temps, l'artiste et ce qu'il va présenter va évoquer des choses qui peuvent se passer ailleurs, parfois un ailleurs très clairement défini, ou des choses qui vont être d'amplitude beaucoup plus large que simplement cet ici et maintenant. Et dans le cadre du théâtre, on est clairement, notamment pour les théâtres qui sont conventionnés, on a une gradation relativement hiérarchisée des échelles et des scènes. Alors, on a vu ces deux paradigmes à partir de l'événement comme lieu et du lieu de l'événement, qui serait trop réducteur. Si on se limitait à ça, on ne peut pas résumer le TU à des murs. Et ça, on l'a déjà bien vu tout au long de la journée, qu'il y a aussi le projet, et que le projet déborde largement des murs, d'où l'idée de cette troisième colonne, du débordement à partir de la scène. Donc déjà, comment les coulisses, comment le hall est investi, le fait d'avoir un bar à l'intérieur du hall également au TU. Il y a quelque chose d'assez similaire à la MC 93, de façon plus réduite, mais avec tous ces murs en verre, l'idée d'ouvrir aussi en permanence le lieu et qu'on puisse aller au bar dans la journée et pas seulement le soir ou une demi-heure avant les spectacles. Et c'est cette idée donc du hors scène déjà jusqu'au in situ, entendu, site spécifique ou site responsive, vraiment avec l'espace et dans l'espace, en fonction des différents projets. Donc c'est plutôt pensé comme un continuum, en fait, entre l'artiste et le lieu, et toutes les possibilités, toutes les gradations qui sont possibles
au milieu. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de l'antre, de l'interstice et des possibles aussi à cet endroit, et qui participe vraiment, Nathalie l'a dit tout à l'heure, du renouveau du projet du TU, hein, pour son nouveau conventionnement qui a été vraiment centré sur cette question-là. On est dans les quartiers nord de politique de la ville, donc comment ouvrir le lieu TU. Et on a suivi aussi des artistes pendant plus d'1 an avec différents projets. Je pourrais prendre l'exemple de l'artiste Laurent Seb, par exemple, chorégraphe, qui a fait des affiches qui ont été affichées dans les immeubles du quartier, à l'extérieur du théâtre universitaire, qui n'est pas identifié. Donc faire une danse pour entraîner les habitants à faire une danse, et ça fonctionne ou pas, les gens regardent, les gens font. Donc là aussi on a toute une gradation des possibles. Un film habité, donc je parlais aussi de cette question de l'habité artistique, hein, comment on fait avec l'espace, et ce film qui montre les espaces intérieurs, extérieurs, connus, pas connus, visibles, invisibles, des projets réalisés, hein, de création peut-être plus classique, avec notamment Moche, donc pièce de création, résidence également entre dessinateurs et chorégraphes, projet avec aussi des mutualisations de financement dans le cadre d'un plan de relance avec la DRAC, avec le Crous, qui permet, avec de jeunes artistes tout juste sortis d'école, donc là on est vraiment sur de l'émergence, avec comme condition aussi, là il y a quelque chose de flou et de complexe et de compliqué à organiser pour travailler dans les cités universitaires. Comment on prépare ça, comment on pose la question du temps aussi, on l'a dit, la problématique du temps long. Donc sur un artiste associé, on a ce temps long, mais on a aussi des projets qui montrent d'autres temporalités qui s'imbriquent, et donc comment on arrive à repenser toutes ces questions-là, avec cette question du hors les murs et de l'in situ, qui pose effectivement la problématique de la durabilité, de la connaissance, de la notoriété du TU, de sa visibilité, avec ce bureau des artistes dont parlait Nathalie, qui est le projet d'avoir un endroit où finalement les artistes puissent se former, poser des questions, se rencontrer, hein, sur le modèle du Grutli à Genève. Et donc là, ce sont des choses qui sont en cours, hein. Un bureau des artistes qui pour l'instant est au TU, dans les murs du TU, avec l'idée d'un bureau mobile qui pourrait aller à l'université et se déplacer par la suite. Donc on a beaucoup de choses en cours dans ce projet qui pose de nombreuses questions. Non, si tu veux. En conclusion, parce que comme on est dans une recherche accompagnement, donc qui est en train de se déployer a priori donc sur encore 2 ans, l'idée de cette présentation était aussi de montrer le registre des tensions en fait qui sont constitutives de la définition d'un nouveau projet, qui se situe aux confins de plusieurs registres, hein, parce que on a effectivement un théâtre dont le bâtiment appartient à l'université, qui est géré par une association, qui dépend effectivement d'un certain nombre de repères liés à son cahier des charges, qui est accompagné en partie aussi par les collectivités locales sur un certain nombre de projets, qui donc aussi doit s'adresser a priori plus particulièrement aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux citoyens de proximité. De surcroît, l'université de Nantes vient de changer de périmètre. Maintenant, elle s'appelle l'ANU. Elle vient d'intégrer d'autres écoles d'enseignement supérieur du territoire. Donc là, je vous cite un certain nombre d'éléments nouveaux qui font que l'avancée dans ce projet, dans sa déclinaison, nous montre que l'action, en fait, parce que c'est comme ça qu'on a abordé notre travail, hein, c'est essayer d'être plus près de l'action et des projets menés avec les artistes, avec les compagnons qui sont effectivement aujourd'hui choisis par la direction, avec les publics, avec les étudiants, avec les scolaires, avec les citoyens. Voilà, comment comprendre toutes ces dimensions, comment elles arrivent à cohabiter
pour que le projet puisse se décliner. Et là, voilà, on va clôturer sur cette diapo un petit peu indigeste, hein, qui voilà, met en exergue ces différentes tensions et la diversité des registres dont elles relèvent, avec cette grille donc basée sur le concept de l'IEIT de Dorine Massé, que nos collègues ont décliné autour de ces 7 principes. Le niveau d'entrée n'est pas évident quand on ne connaît pas ce concept, hein, donc peut-être que vous aurez de questions à nous poser. En tout cas, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. Merci. Merci beaucoup à tous les 3. Après Bobigny et Nantes, je vous propose qu'on clôture cette session avec l'exemple de Bagneux. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Eleftherios Kechagioglou. Oui, je me dégage. Je continue. Donc, Eleftherios Kechagioglou, pardon. Vous êtes le directeur du PPCM, le plus petit cirque du monde, et vous allez partager avec nous l'expérience du lycée, avant le lycée, coporté par le plus petit cirque du monde, la ville de Bagneux, ainsi que la preuve par 7. La parole est à vous. Merci, bonsoir. Bon, j'arrive un peu à la fin, donc on passe. C'est une longue journée. Je propose de commencer par un grand voyage. Donc on va appuyer. C'est bon, je peux lancer ? L'idée du grand voyage, c'était de relier les 2 points nord et sud extrêmes du département des Hauts-de-Seine, donc d'aller de Gennevilliers à Bagneux, sans passer par la ville-centre, donc sans passer par Paris. Toutes les solutions de transport passent par le centre parisien. Et donc nous, on voulait dire aussi, peut-être que le Grand Paris, c'est Paris sans la ville de Paris, c'est Paris moins Paris, c'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à penser ce territoire comme un territoire qui est cohérent par lui-même. Ce grand voyage a lieu pendant les journées du patrimoine, et l'idée est de dire que tout est patrimoine, tout est paysage. Nous allons à la fois visiter des lieux ordinaires et extraordinaires, des lieux qui sont en état de fonctionnement et d'autres qui sont en état de travaux. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on visite, qu'on arpente, plutôt qu'uniquement des grands monuments. Quand on entend patrimoine, on entend père. Mais en fait, qui dit père dit fils, enfin dit enfant. On ne peut pas se poser la question de la ville de demain, de ce qu'on veut pour le 21e siècle, sans poser la question à ceux qui vont l'habiter. Puisque ça met 20 ans à ce qu'un quartier sorte de terre, à ce qu'un équipement pédagogique, culturel, sportif, peu importe, soit construit. Donc, si on consulte pas aujourd'hui, si on donne pas la parole aujourd'hui à la jeunesse, si on lui donne pas la possibilité de réfléchir et les outils pour réfléchir à ce qu'elle veut pour demain, eh ben, on a toutes les chances de se planter. Donc, c'est pour ça que c'est très important de mettre la jeunesse au centre, parce que le patrimoine, c'est elle qui le reçoit, et qu'au-delà de ça, c'est elle qui va aussi décider ce qu'elle préserve et ce qu'elle garde. Donc, c'était hyper important pour nous de mettre ça au centre de la programmation et de la réflexion. Donc ça, c'est une vidéo d'un projet que nous avons fait au mois de septembre avec Patrick Bouchin, l'équipe de la preuve par 7, dans le cadre de ce projet qu'on appelle le lycée avant le lycée, le tiers-lieu de savoir.
Ici, on est aussi en territoire de ville de banlieue et on est parti de cette question du lien fort entre l'éducation et la culture et du lien fort entre l'éducation, la culture et la construction et l'aménagement. Je vais m'expliquer. Si on part un peu très loin, et de mes origines aussi grecques, on est parti de ce modèle qui est l'éducation en Grèce antique, notamment le lycée d'Aristote, puisqu'on travaille sur le lycée, on a dit en quoi le lycée d'Aristote avait quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, on a parlé de lieux sans localisation. Et justement, il y a une localisation du lycée d'Aristote, il se trouve en bas du mont Lycabette, pour ceux qui connaissent Athènes. Donc, il y a un gymnase, il y a un lieu de pratique physique, il y a un lieu d'où part la traversée de la ville. Et après, on part de là et on va faire éducation et culture en route. Et on va arpenter la ville pour s'éduquer. Et ici, on est sur un modèle militaro-industriel parce que le lycée français, le lycée occidental est un lycée militaro-industriel, un lycée fermé. Donc ça fait résonance à ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce que les lieux sont fermés, comment est-ce on protège, on enferme, on se protège et on se coupe finalement. Donc là, les jeunes se coupent du monde de leurs parents pour devenir des futurs cadres de l'armée. Et maintenant des futurs citoyens, ou des futurs, en tout cas, soldats de la République aussi, puisque on n'a jamais abandonné ces côtés-là. Et peut-être aussi les lieux de culture sont aussi des lieux d'enfermement finalement, puisque c'est des lieux clos dans lesquels on se protège un peu trop, et c'était un peu la question du départ. Alors effectivement, le plus petit cirque du monde que je dirige, que j'ai développé, avec un grand ensemble évidemment de personnes, se trouve à Bagneux, dans les quartiers politiques de la ville. C'est un tout petit projet au départ, il y a 30 ans maintenant. C'est un projet citoyen pour partager, on va dire, la culture et l'éducation artistique qui part du cirque. Donc c'est à la fois tout un volet d'accompagnement, d'éducation artistique et culturelle autour des arts du cirque, avec aujourd'hui une formation préparatoire et ainsi de suite. C'est un lieu d'accompagnement d'artistes, notamment des artistes qui sortent des écoles supérieures, qui étaient une pépinière d'accompagnement de jeunes artistes et d'immersion de ces artistes dans les quartiers prioritaires. Mais c'est aussi un lieu de proximité, un lieu dans lequel on travaille justement comme ici, pour qu'on puisse programmer avec les habitants, tout peut être programmable. En partant d'une très juste remarque d'un habitant, je n'aime pas le cirque, pourquoi est-ce que je viendrai dans votre lieu? On a dit que c'est la très bonne remarque, et du coup on a dit c'est un lieu de cirque, mais qui ne fait pas du cirque uniquement, c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. Donc nous avons quatre grandes salles, une salle qui est comme ici, un foyer, dans lesquelles tout le monde peut venir se poser, et 3 salles d'entraînement, de résidence, et tout ça circule. Mais d'emblée, c'est poser la question, qu'est-ce qu'on fait en dehors? Parce que c'est ce qu'on fait en dehors qui est plus important certainement, parce que c'est ça qui nous met en lien et qui nous fait penser à ça. Et donc cette question de la jeunesse, elle est venue au centre parce qu'on a construit ce projet, ce bâtiment que vous voyez quand je parle, qui est un très beau bâtiment qui ressemble à l'Académie Fratellini, mais qui garde l'esprit du lien unique à Nantes, de conditions publiques, avec un processus d'ouverture aux habitants pendant tous les temps de la construction, entre 2014 et 2016. Et nous avons vécu des expériences assez fortes, puisqu'on a construit sur un terrain de deal. Donc c'est passé du qualificatif « je vais te descendre à la Kalachnikov parce que tu nous prends notre terrain » au même jeune qui, plusieurs années plus tard, revient et est devenu un ami proche. Alors comment est-ce qu'on a fait, entre guillemets, ce petit miracle? C'est pas un miracle, mais c'est une question de négociation aussi de notre place. C'est justement en étant toujours ouvert. Ce chantier a duré 20 mois. Pendant ce chantier, tout a été possible sur place. On a tout réinventé. On a fait un festival dans les tranchées. On a continué à faire nos activités d'éducation artistique. On a invité tous les habitants à venir à visiter. On s'est organisé que tout soit visitable. Et on a co-construit toute la démarche. Et on s'est dit, le plus grand danger, ça serait dorénavant de venir nous enfermer là-dedans. Alors le bâtiment est assez remarquable. C'est 28 mètres, une construction en bois, très monumentale, construit en OSB quand même, et en bois, donc, et avec un coût de 50% moins qu'un bâtiment classique. Et cette question de comment on travaille. Et puis après, cette question de la jeunesse est venue. Aujourd'hui, je travaille avec l'équipe de Patrick Bouchin et on travaille quotidiennement ensemble sur comment est-ce qu'un projet comme le nôtre peut intervenir sur un enjeu de jeunesse et d'urbain. Il se trouve qu'à Bagneux, de 45 000 habitants, il n'avait pas de lycée général, ville populaire, ville à côté de la ville de Sceaux, où il y a les 2 lycées les plus prestigieux du département, enfin du sud du département.
Et donc, sur un terrain de 16 hectares, il y avait l'usine Thomson qui fabriquait des radars et des missiles solaires. C'est à 10 minutes à pied du plus petit cirque du monde. L'usine Thomson est partie, le terrain a été vendu à un promoteur privé, a été racheté par BNP Paribas Immobilier. Et la seule compensation pour la ville, pour l'intérêt général, a été de redonner 1 hectare du terrain pour qu'on puisse construire un lycée général. La ville souhaitait que les acteurs de la ville et les citoyens s'impliquent dans ce projet, un, pour sécuriser le lycée, qu'il puisse être vraiment construit, et deux, pour qu'on puisse intervenir sur l'aménagement. Et la démarche de la preuve par 7 est venue rencontrer cette initiative. Donc la preuve par 7, pour faire rapidement, c'est une initiative de Patrick Bouchin, suite à un article de loi qu'il avait réussi à faire passer dans la fameuse loi Liberté de création, architecture et patrimoine. C'est l'article 88.1, permis de faire. C'est-à-dire pendant 7 ans, l'État, les collectivités territoriales, les organisations publiques avaient droit de déroger à certaines règles d'urbanisme à condition de démontrer par leur action qu'on pouvait apporter du plus sur l'intérêt général. L'exemple typique pour que ça soit compréhensible, comment peut-on construire du logement social 20% dans chaque commune alors qu'on sait que le seuil de rentabilité n'est pas atteignable dans une petite commune par exemple de 5000 habitants. Donc ça c'est un exemple. Donc dans cette preuve par 7, il y a des échelles et aussi prouver que l'échelle compte évidemment. Et il y a des échelles qui vont du petit village jusqu'aux communes d'outre-mer. Donc nous à Bagneux, on est sur l'échelle ville des banlieues. L'autre projet, on a vu les extraits, c'est le projet à Gennevilliers, à côté du théâtre de Gennevilliers, qui est la halle de Grésillon, qui a été désaffectée. Dans ce projet de Gennevilliers, c'est comment réouvrir la halle et faire des usages multiples, à la fois le commerce alimentaire, des actions culturelles, une ouverture sur le quartier, un réaménagement du logement social. Chez nous, c'est ce lycée. Donc ce lycée, pour le construire, on a dit, on va penser ce lycée autrement, comme un lieu culturel, comme un tiers-lieu, on a évoqué, habité par les jeunes, et on va lui donner 2 ou 3 fonctions. La première, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, et ça peut aussi nous questionner, peut-on autoconstruire un lieu, que ce soit un lieu éducatif ou un lieu culturel. Et ça, c'est une question très importante parce qu'on sait que finalement, on peut dire que les meilleurs constructeurs, c'est nous-mêmes. Et on connaît aussi que les meilleurs constructeurs sont les oiseaux. Il y a un très beau livre de Vincent Desprez qui s'appelle « Habiter un oiseau ». Et qu'effectivement, cette question de remettre l'humain dans la place du constructeur est très importante pour construire une meilleure ville et pour construire ce qui est vraiment un lieu d'hospitalité. Dans ce cas-là, la place de la jeunesse, elle est fondamentale, lui donner un droit de repenser. Et donc, la première question, c'est qu'on associe, donc on a un terrain d'1 hectare, on est légalement sur cet espace-là, on est 3 partenaires, la ville de Bagneux, la preuve par 7 et le plus petit cirque du monde, et nous sommes sur ce terrain avec l'envie de la région, nous allons construire un petit bâtiment, mais qui va ressembler au plus petit cirque du monde. Nous avons déjà des Algeco qui sont venus du chantier de Bartabas, de Zingaro, qui a été réhabilité. Donc ces Algeco, par exemple, ce sont des jeunes des lycées professionnels des 4 villes qui viennent aujourd'hui les déconstruire et les reconstruire pour de nouveaux usages, avec l'accompagnement des jeunes urbanistes, des jeunes architectes, pour déjà construire directement ça. De la même façon, ces jeunes lycéens travaillent dans leur lycée avec des artistes du spectacle vivant, des graphistes, des plasticiens, sur comment peut-on transformer son espace de vie dans un lieu d'éducation pour transformer les usages. Deuxième volet, c'est comment est-ce que les jeunes d'aujourd'hui pensent ces lieux d'éducation en lien avec la culture. On avait travaillé sur une mission que nous avait été confiée par la région Île-de-France. Comment aujourd'hui peut-on penser des lieux culturels, quelque part réinventer les maisons des jeunes qui sont accolées à des lycées, qui permettent d'avoir des endroits pour travailler, pour que les lycéens puissent avoir accès à l'éducation artistique pendant leur temps de scolarisation, mais aussi qu'on puisse être travaillé après, et que ça puisse être géré par un acteur indépendant qui fait qu'après la fermeture du lycée, on peut toujours garder ouvert et faire en sorte que ça puisse devenir un tiers-lieu, un lieu où les jeunes se rencontrent, convivialité, accès à l'éducation artistique, rencontres avec des acteurs du territoire. Donc dans ce lieu-là, aujourd'hui, dans ce terrain, et avec un bâtiment qui est attenant dans lequel nous avons une permanence, nous accueillons des artistes du spectacle vivant, du cirque, de la danse, de la vidéo, des architectes, des urbanistes et des personnes qui viennent des arts plastiques. Et ces artistes viennent sur ces territoires-là avec un projet d'immersion, d'accompagnement. Pour comment est-ce qu'aujourd'hui,
les jeunes pensent l'éducation de demain, la place de la culture dans l'éducation, la place des usages et la question de faire en sorte que l'éducation et la culture soient quelque part sans lieu défini. C'est-à-dire que ce sont des QG, le plus petit cirque du monde 2000 m² et le tiers-lieu 300 m², ce sont que des QG qui permettent d'arpenter toute la ville et faire en sorte que tout ce que nous faisons peut être vraiment itinérant et peut se passer dans tous ces endroits-là. Et enfin, le dernier niveau de cette question-là, c'est comment est-ce qu'à partir de ce projet, nous pouvons redéfinir la façon d'interagir entre différents métiers et de se dire finalement c'est souvent les artistes, c'est nous-mêmes qui nous enfermons parce que pour des raisons très justes au départ, il a fallu définir, il a fallu redonner des lettres de noblesse, de la valeur à ce que nous faisons. Il a fallu faire en sorte que notre travail soit rémunéré. On est encore un des rares pays où la culture est vraiment rémunérée, y compris sur son temps de fabrication. Et aujourd'hui, il y a un enjeu qui est très fort et finalement, il est partagé par nous tous. Il est partagé par, on va dire, les équipes et les directions des lieux culturels, parce que tout le monde se repose la question du sens de ce que nous faisons. Et quand bien même les créations sont magnifiques, on sait que ça ne suffit plus, qu'on doit les ouvrir, qu'on doit les partager autrement, que nous avons besoin de parler avec des personnes que jadis on appelait spectateurs et que maintenant nous appelons citoyens, habitants, que nous voulons les connaître par leur prénom. Parce que cette problématique, elle est aujourd'hui pensée et partagée énormément, au moins par la jeune génération d'artistes, qui s'inspire du réel, qui veut être dans une proximité réelle, et que finalement, en tant que secteur, on est peut-être aujourd'hui le secteur qui s'était le plus enfermé. Ce n'est plus le cas, je pense, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on les sent. Il y a vraiment, dans les équipes qui prennent les directions des lieux, on sent ce mouvement-là qui se met en place. Donc, je suis aussi très optimiste, dans le bon sens, et que finalement, les grandes crises, comme la crise Covid, comme tout le reste, nous poussent vers ça et nous donnent l'envie de tout changer. Et je pense que tout changer, c'est vraiment très bien, dans le bon sens du terme, parce que ça nous amène de la fraîcheur. On n'a pas besoin de faire comme avant, on n'a pas besoin d'avoir des saisons écrites 3 années à l'avance. Improviser, c'est une façon magnifique de réinventer et laisser de la place à l'intérieur. C'est très important. Et donc la dernière chose, c'est aujourd'hui de nous ouvrir à tout le reste, parce que finalement, on était peut-être très fermé à tout le reste. Et donc ce reste, pour l'instant, notre choix, c'est d'ouvrir d'abord à la jeunesse et à l'enfance, lui donner la parole, faire en sorte que ces enfants, ces jeunes puissent fréquenter ces lieux-là, puissent que ce soit eux-mêmes qui portent la commande, un peu comme les nouveaux commanditaires. Donc là, c'est les enfants et les jeunes qui ont envie, qui fréquentent, qui font. Et après, il y a des rencontres, il y a des processus qui font que il y a aussi des universitaires, il y a aussi des jeunes étudiants, il y a des architectes, il y a des urbanistes, il y a des gens qui viennent de l'économie sociale et solidaire. Et c'est cet ensemble-là, aujourd'hui, qui fait que ces lieux deviennent des lieux dans lesquels on peut se donner un espoir, parce que je pense que là, pour terminer avec cette conclusion-là, aujourd'hui, c'est que nous sommes tous atteints d'un grand désespoir. Et surtout nos jeunes, les statistiques sont terribles aujourd'hui avec un pays comme l'Angleterre, mais je pense que la France, on ne doit pas être loin, où un tiers de nos adolescents sont en dépression, où il n'y a pas d'avenir. Et cette question de pas d'avenir, la question de l'effondrement qui paraît plus proche que jamais, comment est-ce qu'on le transforme finalement à une occasion assez exceptionnelle de dire si on est peut-être à la dernière ou l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière génération qui a connu le monde tel qu'il est aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'accompagne mutuellement, comment est-ce qu'on donne de la place pour nous permettre de faire d'autres démarches. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les acteurs publics qui avant, si on portait le même discours il y a 10 ans, on nous dirait mais vous rêvez, c'est pas possible. Aujourd'hui, la région dit c'est super, on va pouvoir arriver à autoconstruire une partie de ces lycées-là, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas dit que c'est fait, mais en tout cas, nous, c'était notre parti pris, et c'est notre parti pris de dire comment est-ce qu'on pense à ces lieux-là et le lien entre l'éducation, la jeunesse, et surtout, et c'est pour ça qu'on est là aussi, cette question des périphéries, parce que ces périphéries-là, aujourd'hui, c'est là où ça se joue, c'est là où finalement on se retrouve, et c'est là où la question du lieu se pose autrement, parce qu'il y a plus de liberté dans nos failles, et peut-être il y a plus de liberté dans toutes les erreurs que nous avons commises dans ces territoires-là.
Merci beaucoup d'avoir conclu sur cette touche optimiste. C'est important, je crois. Il est 18h. Est-ce que les unes et les autres sont OK pour poursuivre quelques instants, le temps d'avoir un petit peu d'interaction entre nos intervenants et le public? C'est OK? Eh bien, la parole est à vous. Si vous avez des questions, envie de rebondir sur des choses que vous avez entendues. C'est la fin de la journée. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule ou est-ce que je vais jusqu'à vous? Oui. Ok, super. Peut-être pour que ce soit enregistré. Donc c'était une question pour Mathias Troncal, justement, juste à côté de moi. Parce que par rapport donc à la pensée, à la co-construction de la pensée du lieu d'accueil de l'MC 93, vous avez évoqué effectivement que vous avez essayé d'associer des professionnels, des usagers, des non-usagers. Par rapport donc à la façon dont on a pensé les différents usages possibles du lieu par ce comité, est-ce que vous avez été surpris par des appropriations différentes par en fait d'autres personnes? Est-ce que ça a été amené aussi à continuer à penser l'occupation de ces lieux? Parce qu'il peut y avoir des décalages entre la conception qu'on se fait des usages du lieu et les formes d'appropriation par des usagers qu'on n'a pas anticipé. Et quels effets ça a eu? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter avant que Mathias vous réponde? Daniel Uritiaguer, Université Sorbonne Nouvelle. Alors, oui et non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la surprise a été dans le fait que qu'on avait pu projeter des choses qui pouvaient être, semble-t-il, différentes de ce qu'on pourrait penser, et qu'on a été aussi rassuré dans des demandes et dans des envies. Et ça, je crois que c'est ça qui est intéressant aussi dans le cadre de la recherche-action et aussi dans le cadre de ce genre de processus. C'est la manière dont, en fait, ça interroge nos propres projections et nos propres actions, et comment, par rapport à ces actions, du coup, le regard de l'autre, la manière dont, effectivement, la visualisation, la forme, la participation réinterroge nos actions et nos manières de faire. Pour être très concret, deux choses qui ont été très intéressantes, trois. Une première, c'est on veut trouver du beau et on veut trouver quelque chose qui est surprenant, auquel on ne s'attend pas, quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs et avec lequel nous ne sommes pas familiers. Et évidemment, quand on est professionnel culturel, on se dit toujours, bah oui, la tentation est grande, quand même, malgré tout, de se dire, bah, il faut que ce soit familier, il faut que justement, on n'ait pas cette question de la distance par rapport à l'autre, et donc on va essayer de la réduire un maximum en lui proposant peut-être potentiellement quelque chose qu'il connaît déjà. Donc ça a été une très belle surprise, et ça nous a vraiment guidés aussi au-delà même de la question du hall. Une deuxième chose, ça a été la question du restaurant. La question du restaurant et de l'alcool au restaurant et de l'ensemble des boissons et aussi de l'ensemble des propositions culinaires. Dire qu'il fallait une variété, que peut-être dans la ville, il y avait sans doute et des bars et des restaurants qui proposaient un type de cuisine, une manière de boire, une manière d'envisager aussi j'ai presque fait un lapsus, la relation conviviale. Et ça a été aussi important parce que ça nous resitue, nous, en tant que service public, sur ces questions aussi de laïcité, sur ces questions de représentativité, de neutralité, etc. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et c'est venu de la part notamment des usagers et des non-usagers, je précise, les uns comme les autres. Troisième chose, ça a été la question de l'assise, et on n'y avait pas vraiment autant pensé que ça, mais on les utilise moins, mais il y en a aussi des manières de s'asseoir différemment.
dans le lieu. Et ça a été vraiment impressionnant. D'ailleurs, Daniel, là, on est assis sur quelque chose qui se bouge, qui peut faire aussi une agora, qui peut aussi se bouger. Il y a les poufs en différentes tailles, etc., qui amènent à justement pas une posture traditionnelle de l'assise qui peut être trop occidentale ou trop européenne. Et ça a été dit parce que d'une certaine façon, c'est aussi casser le regard et le rapport du corps dans le lieu. Et qui mieux qu'un théâtre qui pouvait aussi déplacer cette question de la relation du corps par rapport justement au collectif, que dans le hall. Si déjà à première vue dans le hall on peut se poser, on peut se disposer aussi d'une certaine manière, alors peut-être que sans doute on va amener des manières de relation aussi corporelles et spatiales, le théâtre travaille sur l'espace aussi, différentes. Donc je dirais à la fois oui et non, et ça a été toujours dans cet aller-retour là qu'il nous a été intéressant de travailler et de aussi évidemment, puisque le cahier des charges était collectif et qu'il devait faire synthèse de l'ensemble des démarches et des envies et des souhaits, il a fallu aussi négocier et prioriser, du coup, ou peut-être des fois renoncer à des choses, mais c'est justement collectivement qu'on l'a fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment effectivement c'est issu d'une synthèse qui est une négociation et des allers-retours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mathias, tu peux faire passer le micro. Oh, pardon. Alors, je suis désolée, ce sera aussi une question pour Mathias. Vous avez mentionné quelquefois les limites que vous avez dû trouver à votre pratique et à ce que devait être le hall. Est-ce que vous pourriez approfondir là-dessus? Je vais essayer de ne pas tourner le dos quand même aux gens. Oui, il y a eu des limites. On est dans un espace, dans une ville où forcément la question en fait culturelle, elle est poreuse à la question sociale. Et un certain nombre de non-usagers nous ont dit, mais finalement, est-ce que vous pourriez être un espace, par exemple, d'antenne ou d'accueil justement social? Comment vous pouvez faire le lien avec les services sociaux? Comment, à un moment donné, en fait, vous faites le lien avec les services éducatifs? Et évidemment que ça a été aussi une limite, la mort dans l'âme, mais en même temps, je crois que aussi elle est intéressante, cette limite, parce qu'en fait, elle est conscientisée. Non pas que, effectivement, je dirais que cette histoire ne nous préoccupe pas, bien au contraire, mais ça a pu être le moment d'un dialogue et aussi d'une explication. On reste un lieu de théâtre, un lieu qui a certaines missions. Il y a des porosités, souvent en fait les demandes extérieures, puisqu'on n'en a pas parlé de ces questions-là, mais en fait on a fait aussi une petite carotte. On a essayé pendant un mois de recenser au sein de la MC 93 toutes les demandes, dans le cadre de cette notion de la valeur de l'hospitalité, toutes les demandes qui nous ont été faites. Je ne sais plus combien on en a eu, en fait, on en avait 120, je crois, 120 par mois, en fait, des demandes. On a, qui viennent de différents acteurs, des partenaires tutelles, de l'ensemble des acteurs du territoire, des acteurs économiques, des acteurs du soin, etc. Et donc, évidemment, le fait d'avoir travaillé sur le hall et le fait d'avoir travaillé sur du coup une grille d'analyse sur ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire nous a été fort utile pour aussi répondre à ces demandes et aussi les normer, ces demandes, et aussi d'avoir une grille de conduite sur la manière dont il y a des choses qu'on peut accueillir et d'autres non. Et il y a eu certains principes qu'on a édictés qui nous semblaient importants, et ça encore on l'a fait collectivement et pas qu'uniquement avec l'équipe, mais aussi avec les relais et aussi les usagers, les non-usagers qui ont participé au comité d'usage. Merci. Donc juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça renvoie de manière peut-être plus théorique à cette question de l'hospitalité, qui est beaucoup retravaillée aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît, d'accueil des migrants en France notamment et plus largement en Europe. Mais ça renvoie à la question de l'hospitalité inconditionnelle ou conditionnelle finalement.
Et effectivement, là, c'est quelque chose qui est vraiment, qu'on a interrogé dans la recherche-action, en tout cas qui est arrivé, que ce soit à Bobigny ou à Évry, et notamment à travers si je prends l'exemple de l'observation de la résidence Daniel Conrot, et de là où ça a bloqué, c'est que la résidence, en s'installant dans certains quartiers, a travaillé avec un certain nombre de partenaires, par exemple des partenaires associatifs, mais qui n'ont pas poursuivi, ou le théâtre en tout cas n'a pas poursuivi son partenariat avec ces associations, et je pense à l'une d'elles en particulier, parce que c'était une association d'enseignement, enfin d'aide à la lecture, à l'apprentissage de la lecture, etc., mais qui très concrètement faisait cet apprentissage via le Coran, et avec une approche que l'équipe, notamment l'artiste, mais aussi l'équipe, jugeait très communautaire et très fermée. Et là, voilà un exemple de limites, très clairement, qui ont été posées par rapport à des principes, finalement, dans lesquels s'inscrivent les lieux du théâtre public. Et là, il y a peut-être un point de discussion. Alors, ça a été un étonnement pour moi au départ, en disant, mais voilà, vous n'accueillez pas tout le monde, comment ça se fait, ouverture généralisée des lieux, miroir du territoire, etc. Mais là, il y a effectivement ce principe qui est aussi le principe de défense de la laïcité, etc. Mais ce sont des points de discussion. En fait, ce qui nous a intéressés, c'est de questionner du coup le lieu, y compris de ce point de vue-là, et avec toutes les questions que ça soulève et que ça continue de soulever. Et dans les ateliers participatifs, de la même manière, on a vraiment eu des discussions qui sont nées de propositions habitantes, de regarder des choses comme voilà, la diversité de couleurs dans les publics, etc., mais qui sont, là encore, des éléments peut-être de limite que posera le théâtre par rapport à ses propres valeurs, ses propres principes et ses propres missions, finalement. J'avais une autre question aussi. Du coup, vous parliez du fait que ce nouveau lycée avait été discuté avec des jeunes et des lycéens, etc., et qu'ils avaient pu faire certaines propositions. Quelles ont été en fait certains de leurs points de vue et certaines de leurs propositions en fait pour ce nouvel établissement? Alors c'est encore en cours de construction puisqu'on est sur le temps long. On va dire que les études vont démarrer sur le sol. Les sols ont été faits, mais le lycée va être construit, on va dire, il va démarrer d'ici 3-4 ans. Donc dans les propositions, en tout cas, qu'on a aujourd'hui, que ce soit des enfants et des jeunes, il y a des choses qui sont très concrètes par rapport à l'espace et qui paraissent très simples, mais qui sont très difficiles finalement dans un espace de lycée, d'avoir des lieux de convivialité, d'avoir une plus grande liberté d'aller et venir entre les différents espaces, de pouvoir s'approprier les lieux. Donc ça, c'est des questions qui viennent très souvent. Et après, il y a évidemment des questions plus de contenu, des questions plus sur l'ouverture par rapport au territoire, des questions de pouvoir eux-mêmes pratiquer leur sport ou la matière préférée. Et après, il y a cette question, notamment au lycée, de la liberté d'aller et venir, qui est fondamentale, en disant finalement on est au lycée, on l'a choisi parce que ce n'est plus l'instruction obligatoire. Pourquoi est-ce que c'est aussi contraignant? Pourquoi est-ce que, l'exemple, c'est un jeune qui était au lycée Cherrieux à Vitry qui venait d'1h30 et il avait encore quelqu'un à la porte qui lui signifiait que ce n'était pas possible, il ne peut pas rentrer alors qu'il avait 1h30 de transport. Et il disait à la limite, il peut me le dire, c'est aussi le ton. Donc ça, c'est plutôt une question de comportement. Mais il y avait toujours ces questions finalement d'hospitalité. On pourrait en fait prendre la même question et se dire, elle se pose aussi dans tout ce que nous faisons à l'éducation aussi, s'il est plus accueillant. Donc c'est souvent ces questions-là qui viennent et on voit aussi que dès qu'il y a un intérêt, dès qu'il y a la parole qui circule, dès qu'il y a l'action, y compris les professeurs ou les enseignants, tout le monde s'y met parce que ça a permis quand même de faire des transformations, y compris dans certaines dispositions des classes, en disant peut-être qu'on pourrait dorénavant faire plus en circulaire. Des choses qui se font aujourd'hui en école maternelle, beaucoup, un peu dans le primaire, mais finalement ils sont très peu habituels encore dans le collège et les lycées. On reste encore dans ce rapport terrible, frontal, et bon, on est des gens de spectacle, on sait bien qu'il n'y a pas que le frontal dans la vie, et que ça, en tout cas le frontal ne favorise pas l'éducation parce qu'il y a le premier rang, il y a le dernier rang. Je crains qu'il faille
se dire au revoir et à demain. Anne, éventuellement, peut-être as-tu des précisions par rapport à l'organisation de demain? Oui, alors pour dire que pour les personnes qui se sont inscrites après le spectacle Crowd, il y a une navette qui est prévue pour nous amener à Évry. Pour celles et ceux qui ont réservé une chambre, donc il y a un hôtel, mais Loïs, peut-être que tu veux en dire plus. Et l'ensemble du colloque se tient au théâtre de l'Agora, contrairement à ce qui est écrit dans le programme, où une partie était prévue à l'université. Finalement, nous sommes accueillis au sein du théâtre pour l'ensemble de la journée. Ah oui, et puis alors l'après-midi, pour celles et ceux qui souhaitent rester, on est sur le terrain, donc je ne sais pas quel temps il fera demain, mais peut-être prévoyez... Voilà, bah super. Peut-être que tu veux en dire aussi quelques mots, Loïs. Donc du coup, Loïs du théâtre de l'Agora qui nous accueille demain. Bonsoir à tous. Non, juste quelques infos logistiques pour la navette. Je vous donne rendez-vous ici, puisque je vous accompagnerai jusqu'à l'hôtel Résidome à Évry, qui est à peu près 7 minutes à pied du théâtre de l'Agora, auquel je vous donne rendez-vous demain à partir de 8h30. Et sur l'après-midi, le lendemain, on sera en effet sur le terrain, mais on aura une petite visite de la ville pour ensuite aller chez un partenaire pour faire le lien avec les discussions et les échanges de ce matin, notamment sur la relation entre théâtre, partenaire, artistes et habitants. Voilà, je vous remercie et bonne soirée. À bientôt.